Tribune Presse, deuxième numéro de la semaine, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission axée sur les débats autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Trois sujets principaux au menu de votre magazine. D'abord, les 2 ans de Rossi Mukendi. Comme vous le savez, nous sommes le 25 février et c'était un 25 février 2018 que Rossi Mukendi décédé brutalement. On l'avait tiré à bout portant, décédé, c'était à la paroisse Saint-Benoît. Il répondait à la marche organisée par les comités laïcs de coordination. À l'époque, c'était pour faire pression pour que Kabila lâche les pouvoirs afin qu'on puisse aussi avoir des élections. On en parle au cours de cette émission et puis on va également faire les points sur l'élection présidentielle au Togo qui a donné Faure Gnassingbé vainqueur dès les premiers tours avec 72%. Il sera donc à son 4e mandat. Quel est le problème des Africains? Est-ce que notre problème, ce sont des individus, ce sont des institutions? On en parle également au cours de cette émission. Et puis, on va aussi faire les points sur la révision constitutionnelle au Guinée-Conakry. Alpha Condé, qui a longtemps aussi milité dans l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, il a déjà fait ses 2 mandats. Il veut tenter un 3e mandat. Qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique? On en parle au cours de cette émission avant de chuter. Sur la répartition des entreprises publiques, les négociations ont déjà commencé entre les FCC et les CACH. Quel est le profil de ceux qui doivent diriger? Quelle politique mettre en place afin de restaurer ou de redonner encore de la force à nos entreprises publiques? Voilà donc les menus de votre magazine. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux 2 invités. D'abord, le tout premier, Joël Kadendanga, il est patron du journal Impact News. Joël Kadé, bienvenue. Bonjour chers confrères et merci pour l'invitation. J'ai même votre journal ici, Impact News. Merci infiniment. Ça est là. Merci de la publicité que vous faites gratuitement pour moi. J'ai vu, vous l'avez même placé derrière vous. Ça me va droit au cœur, je n'ai rien à vous offrir. Comment allez-vous? Le Seigneur nous soutient, nous résistons. Alors on vous reproche à vous, c'est-à-dire vous avez formé un clic, il y a vous, il y a Serge Kabongo, Peter Tiani, il y a parmi vous d'autres sont devenus députés, Mike Mukeba, Daniel Safou. On vous reproche de faire des marchés avec les noms des gens. Vous êtes payé par certains politiciens pour vilipender d'autres politiciens. Vous faites de l'acharnement. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, merci d'abord, très cher confrère. Là, vous avez copié un des co-débatteurs sur ce plateau qui me surprenait avec des questions du genre. Écoutez, nous avons engagé, nous avons inscrit notre lutte contre un système. Joël Kadé ne marchera jamais avec les noms de quelqu'un dans la bouche. Et si on peut parler aujourd'hui de Matata, de Kimbuta, de Tshisekedi, de Luaka Bwanga, de Willy Bakonga, de Willy Bakonga, c'est parce que ce sont des personnalités publiques, cher ami. Vous ne connaissez pas mon père. On ne parlera jamais de mon père. On ne parlera jamais peut-être de ma mère parce qu'elle a été tuée dans la même période pour la prolongation du pouvoir de Joseph Kabila, mais on ne la connaît pas. Mais parce que vous êtes un homme public, vous avez accompli les charges comme Martin Kabouya dont nous avons parlé là-bas. Comment vous pouvez vous permettre de gifler, d'administrer les coups à votre propre policier qui vous garde et vous le séquestrez? Nous parlons de lui parce que c'est un homme public. Et nous sommes contre le système des antivaleurs. On n'est pas contre les individus. Comme aujourd'hui, nous nous sommes engagés contre l'impunité que le régime Tshisekedi, l'impunité que nous avons condamnée dans l'ancien régime, nous nous insurgeons contre cette impunité. On ne peut pas voir les gens 2 jours en prison, 3 jours ils sortent, ils bénéficient de la liberté provisoire et demain on va le voir devenir Premier ministre comme Tchibala, ainsi de suite. Nous sommes contre ce système. Et si dans ce système, vous vous retrouvez, peut-être il faut entendre le système comme étant l'ensemble des éléments liés les uns aux autres par des rapports interactionnels, de telle sorte que lorsqu'on bouge un seul élément, ça interfère sur l'ensemble du système. C'est ce système-là contre lequel nous sommes. S'il y a des amis qui touchent, mais c'est dont je doute fort, qui touchent de l'argent chez les uns ou les autres pour s'attaquer aux autres. En tout cas, je ne suis pas dans ce lot-là et je n'y trouverai jamais. Très bien. Alors en face de vous, vous rencontrez quelqu'un, il n'est plus à présenter. Je vais juste demander à Jacob de faire un gros plan sur lui. Comme ça, le public aura déjà une idée sur les deuxièmes invités. Voilà, il est là, Christian Bossembe, promoteur de Congo, directeur général de Congo Buzz, disons. Comment allez-vous? Merci Hervé, je vais très bien. Vous revenez de Mbandaka, 2 semaines pratiquement. Oui, 14 jours, c'était dans le but de
de renouveler mon serment en tant qu'avocat, ce qui est ma profession, je veux dire, originale ou originelle, hein, il faut le dire. Et puis faire des reportages comme je le fais dans plusieurs provinces. Je revenais de Beni, du Katanga et Mbandaka, Congo central, un peu partout. Et là, nous préparons un voyage pour Minembwe. Et un autre voyage, ça va être certainement vers Sipa ou dans le Kasaï, mais en tout cas en République démocratique du Congo. On va faire tout ça. Alors, ça s'est dit en tout cas dans l'opinion que Congo Buzz bénéficierait de l'appui financier de la Première Dame. Qu'est-ce que vous en dites? Je dirais simplement que, parce que je crois que ces gens ont beaucoup de preuves, et j'attendrai que ces preuves viennent. En fait, en réalité, les gens auront toujours des choses à dire sur n'importe qui. Le Congolais, donc l'homme a peur de ce qu'il ne comprend pas. Ce qu'il ne comprend pas, il fait de lui un superstitieux. Donc, au lieu de regarder dans ce qui est vrai, l'homme cherche là où il ne comprend pas. Et c'est comme ça, malheureusement. Mais est-il que nous travaillons, mon aîné cadet est là, il sait comment j'ai commencé ce métier. Nous avons bâti Congo Buzz dans les cendres de la honte, dans les cendres du ridicule. C'est là qu'on a commencé notre force. C'est après avoir été chassés, humiliés, que nous nous sommes dit pourquoi on ne pourra pas faire pour nous-mêmes. Et donc on est en train de faire. Et je ne suis pas le seul à le faire. Qu'est-ce que Congo Buzz dira devant Impact News, qui est un média qui a plusieurs années avant? Donc je crois que c'est... Le Congolais, c'est comme ça, en fait. Quand ils n'ont pas de réponse, ils inventent des réponses. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo Buzz ne reçoit aucun don. Jusque-là, Congo Buzz n'a reçu aucun don de n'importe quelle personne. Rien du tout. Alors rien de chez rien. Encore une rumeur, Christian Bossembe serait nommé dans les jours qui viennent conseiller à la présidence. Moi, je n'ai pas cette nouvelle-là. Par contre, je me dis, le plus important, c'est ne pas être conseiller à la présidence. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous apportez à la présidence. Si pour vous, la présidence va régler votre problème de poche, alors ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux faire le commerce. Mais si être conseiller à la présidence va résoudre le problème des Congolais, alors là, on est disponible pour le faire. Très bien. On va parler de l'actualité. D'abord, Joël Cadet, je suis avec vous 2 ans jour pour jour depuis qu'est décédé Rossi Mukendi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que la justice soit faite par rapport au meurtre de Rossi Mukendi? Et puis il y a aussi un autre qui a été décédé à l'Équateur, Eric Boloko, je crois. J'ai de la chair de poule quand vous parlez de Rossi, parce que j'ai presque assisté à son assassinat. Je l'ai vu prendre les balles, les 2 balles, je l'ai vu tomber. Lorsque le général Kassongo rendait son communiqué pour dire que c'était les balles en caoutchouc, ça m'avait fait très très mal, parce que nous sommes allés jusqu'à l'hôpital, où il a été constaté les 2 orifices, fruits de 2 balles qu'il avait reçues. Et c'était un assassinat prémédité. Parce que même la dame qui était à l'époque colonel du secteur semblait avoir été instruite pour que Rossi soit tué. Je suis encore en train de voir ses 2 enfants, le bébé. Je suis encore en train de voir sa veuve, son père, qui est également mort, je crois, 1 mois après son inhumation. Parce que nous avons fait... Christian se plaignait pendant que nous étions dans le couloir qu'on parle plus de Rossi, mais on a oublié Eric. Eric, au moins, il y a eu un procès le lendemain et on l'a inhumé. Mais pour Rossi, nous avons dû attendre 3 mois pour que son corps soit libéré et qu'on a l'enterré. Et même sur la voie de son inhumation, la police a encore tiré les gaz lacrymogènes. Et son cercueil a été profané. Déposé par terre. Je pense encore à ces jours malheureux. Que Dieu nous aide, que Dieu nous console. C'est un enseignant d'université à l'UPEN. C'était un champion d'Afrique dans le monde des arts martiaux. Et donc, c'est quelqu'un que le Congo ne récupérera jamais. Je pense à son épouse et je lui rends mes hommages les plus en tout cas mes hommages les plus déférents, bien qu'il soit rendu au chef de l'État. En tout cas, je les lui rends. Je rends hommage et pensée pieuse pour Eric qui était également tué à Bandaka. Et je pense à Kapangala, à Ngandou, à tous ceux qui ont donné leur vie. Tant d'autres anonymes. Oui, pour cette alternance. C'est ainsi que, des fois, quand on pense à
tout ce sang coulé et on voit les autres qui ont accédé au pouvoir continuer dans le même système, ça ne peut que nous faire très 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 mal. Et c'est là où nous disons, nous n'avons pas descendu nos armes, nous continuons la lutte jusqu'à ce que ce pays connaîtra réellement, jusqu'à ce que l'alternance produira les fruits que nous avons, pour lesquels nous nous sommes battus. Très bien. Rossi Mukendi décédé, il répondait à l'appel du CLC qui avait organisé une marche, c'était le 25 février 2018, marche pour réclamer les élections, mais aussi les départs de Kabila. Rossi Mukendi sera abattu, en tout cas de manière très brutale. Aujourd'hui, Fathi au pouvoir, Fathi c'est en tout cas les fruits de l'alternance. Est-ce que vous avez l'impression que Fathi fait mieux que ceux-là qui ont instauré la terreur, l'impunité? Alors, cette question, il faut répondre très sagement. Je m'explique. Qui est Rossi Tshimanga? Rossi Tshimanga, c'est un des Congolais frustrés par l'administration Kabila. Il fait partie de, je veux dire, plus de 80 millions d'habitants qui étaient clochardisés, détruits de l'intérieur. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, ce que Kabila a tué dans ce pays, Kabila n'a pas tué que vos mines. Non, Kabila a tué le cerveau des Congolais. C'était une atteinte dans la capacité des Congolais à raisonner et à réfléchir. Les gens aujourd'hui pensent que c'est de la blague, mais vous ne savez pas ce que c'est. 18 ans dans un pays. 18 ans a servi à la Turquie de se hisser aujourd'hui au sommet des puissances, on va dire. 18 ans ont suffi à Dubaï pour être ce que Dubaï est devenu. 18 ans ont suffi à Botswana pour être une référence en Afrique. 18 ans ont suffi pour que l'Éthiopie devienne un modèle en termes d'économie, au point que même le président américain ou le président français en parle. 18 ans ont suffi pour le Rwanda de devenir une référence en or, être même exportateur de produits qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol. Mais nous avons eu 18 ans pour détruire l'homme dans son intérieur, dans sa capacité d'être lui. Et c'est ce que Kabila a pu faire. Et Rossi était parmi ces gens-là, qui ne pouvaient pas comprendre qu'un assistant ne sache pas s'acheter une toute petite voiture. Qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un éditeur d'un grand journal comme Impact News vive de ses capacités de réflexion, mais pas du fruit de son travail. Comment vous imaginez dans un pays où vous avez 80 millions d'habitants, mais qu'un journal ne soit pas lu par 1 million de personnes? Comment vous pouvez expliquer ça? Même pas 100 000. Si ce n'est pas détruire quelqu'un. Donc, M. Kabila nous a cherché même là où nous on travaillait, au fait. C'est-à-dire, il ne vous touche pas, vous ne souffrez pas parce que vous êtes chômeur, mais vous souffrez parce que l'enveloppe salariale ne signifie rien. Kabila a instauré dans ce pays la terreur de la retraite. La retraite fait peur aux gens. Les gens se sont bloqués dans le boulot parce qu'ils ne pouvaient pas partir à la retraite. Et tout ça formait cette frustration qui a dérangé les gens comme Rossi Tshimanga. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de Rossi Tshimanga. Effectivement, mon aîné vient de le dire. Mais il y a Eric Boloko, un petit de l'Équateur. Qu'est-ce qu'il faisait, ce garçon? Il faisait des briques à côté de l'avenue Révolution. C'est un petit, un boy maçon. Il va faire ses briques dans un pays où les jeunes sont soit dans l'ivresse, soit dans le divertissement, ou soit dans la débauche. Le petit était en train de travailler, il faisait des briques. Et quand il entend les gens en train de fuir, c'est en ce moment-là qu'Eric va dire, je pose d'abord ma brique et je fouille moi aussi. Et c'est là qu'il va être abattu comme un chien. Voyez-vous? Donc, alors tout ça, on va dire. Mais il n'y a pas que Eric, il n'y a pas que Rossi. La maman de Joël Cadet, qu'est-ce qu'elle a pu faire, cette femme? Elle n'était pas politicienne. Elle ne faisait pas la politique. Pourquoi elle va être abattue lâchement? Parce qu'on veut s'aimer la terreur, on veut envoyer le message à tous ceux qui vont vouloir revendiquer. On a tué une femme, vous aussi, ayez peur de ça. C'est ça comme c'était la méthode. C'était la terreur ou rien. Kabila avait la terreur et l'argent. Ceux qui sont faibles moralement, on les achète. Ceux qui sont durs à cuire, on les abat. Et bien, c'était la logique. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, célébrer Rossi Tshimanga, c'est ne vraiment pas comprendre la question. Le problème va beaucoup plus loin que ça. Nous devons interroger les systèmes dans lesquels on évolue. Vous me posez la question si Félix Tshisekedi a évolué ou pas. Non, mais posez plutôt la question si le système a évolué ou pas. Parce que Félix Tshisekedi, c'est quoi? C'est qui en fait? Félix Tshisekedi, c'est un chauffeur d'une voiture. Mais quelle est la voiture? Est-ce que Félix Tshisekedi a changé le moteur de la voiture? Non. Est-ce que Félix Tshisekedi a changé de l'eau dans la voiture? Non. A-t-il mis les carburants? Non. C'est la même voiture qu'avait l'autre. C'est la même voiture que Fathi commence avec. Parmi les erreurs de Félix Tshisekedi, c'était l'erreur de l'audit. Ce pays, il a eu le pays, mais il ne l'a pas audité. Et donc, ne pas auditer le pays, c'est porter la responsabilité de tout ce qui va aller, tout ce qui ira après.
Donc moi je crois que maintenant il faudrait faire un peu plus, mais nous sommes bloqués par le système, l'architecture que Kabila a laissé. Kabila en arrivant au pouvoir, il savait que je ne peux pas évoluer avec le système Mobutu. Il a changé son système, il l'a adapté à lui. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila arrive, il fait la même chose. Il change le système, ça devient à lui seul. Mais malheureusement, Félix Tshisekedi arrive, il continue avec le système, l'architecture, je veux dire, laissée par Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de ressusciter les procès Rossi Mukendi afin de mettre la main sur tous ces assassins qui circulent aujourd'hui, en tout cas, très libres? Bon, vous savez que le crime contre l'humanité ou le crime de guerre, tels que les assassinats de Rossi, je suis en face d'un juriste, c'est Imprescriptible. C'est imprescriptible. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça sera des situations que l'on va fouiner. Avec ou sans Tshisekedi, en tout cas, ça sera fouiné. La justice devra être rétablie. Mais laissez-moi placer un mot sur la rumeur sur Christian. Je puis démentir le connaissant. Je l'ai vu commencer avec l'arme, ce média. Je dis bien avec l'arme parce que il venait d'être chassé comme un petit chien, sans lettre de licenciement, sans quoi on te dit part. Et c'était avec peine. C'était les meilleures têtes de sa chaîne. Il est parti. Aujourd'hui, je suis fier, heureux de retrouver qu'il y a du matériel ici, que quand j'arrive, vous pouvez m'offrir un verre d'eau, je puis m'asseoir dans un salon. Je ne puis que le féliciter. Je ne sais pas, lui comme moi, je ne sais pas s'il a même déjà salué la première dame. Je ne crois pas. Si, je le fais. Bon, s'il l'a déjà fait, il a la chance. Mais je dément formellement qu'il n'a rien reçu de personne. Vous avez raison. Avancer cette maison. La première dame, nous la connaissons de notoriété. Peut-être aussi qu'elle nous connaît de notoriété. Donc il n'y a rien de particulier qu'il puisse avoir avec la première dame. Cela étant dit, Rossi Mukendi. Alors, les CLC va organiser même une messe aujourd'hui à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 15h30. Nous croyons que nous pourrions être là. Nous allons nous efforcer pour être là. Mais le combat doit aller au-delà. Au-delà de la mort de Rossi, au-delà de la mort de ma mère, au-delà de la mort de Kapangala, au-delà de toutes ces morts-là, pour ressusciter, pour combattre le système qui a été laissé. Je crois que Christian l'a très bien explicité. C'est-à-dire l'objectif de Kabila, c'était de détruire les Congolais et les détruire dans son amour aussi bien pour le Congo que pour les autres Congolais. Aujourd'hui, si vous voyez le niveau de nuisance qu'a atteint les Congolais, vous ne pouvez pas l'évaluer. Nous étions tous du temps de Mobutu, on peut reprocher à Mobutu tout. Mais je me retrouve en train de parler, moi, aujourd'hui, 4 langues nationales. Pourquoi? Parce que j'ai été dans beaucoup de provinces et nous avons marché avec mon père, qui était un fonctionnaire de l'État. Ce qui fait que j'ai beaucoup de frères, au moins dans chacune des provinces. Je dis bien, au moins dans chaque province, j'ai un frère. Un frère que je sens être réellement mon frère, du sang. Mais aujourd'hui, Kabila a détruit, bon, peut-être que c'est le sens même de son nom, Kabila, la tribu. Donc il nous a ramené davantage à nos petites familles. Donc aujourd'hui, si vous regardez bien, dans les petites familles, quand vous allez même dans les familles polygamiques, c'est toujours la haine et ça remonte au niveau du place. Vous voyez un peu ce que, par exemple, Jakinda l'a fait de Fali, qui était son ami. On va en parler, je crois, Donc, vous voyez que ça, c'est la haine. Qu'est-ce qu'a à faire la culture couture, mais que Jackie aille à Beni, Christian est à Beni. Mais s'il le veut bien, s'il veut être combattant, qu'ils aillent à Beni, que Boketu aille à Beni. Mais pourquoi ils se battent tout simplement contre les autres Congolais qui ont réussi dans leur profession? Donc c'est là où nous condamnons cette montée de la haine. Et ça, Kabila a réussi. Et il a détruit totalement le Congo et il a détruit les Congolais. On va finir les dossiers du Rossi Mukendi avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible que la justice soit faite? Oh, bien sûr que oui. Bien sûr. L'âme de Rossi n'est pas en paix. L'âme d'Éric Boloko n'est pas en paix. L'âme de la maman de mon aîné Kadé n'est pas en paix. L'âme de 80 millions, je crois 6 millions d'habitants, 6 millions de Congolais qui ont été lâchement abattus ne sont pas en paix. En fait, notre justice porte l'opprobre de l'injustice caractérisée par notre système judiciaire. Notre palais de justice a causé des morts et des morts, beaucoup plus que le paludisme et toute autre maladie confondue. Savez-vous combien de gens ont perdu des parcelles à cause de nos arrêts iniques, de nos jugements parfois sadiques?
Mon aîné prie beaucoup, il est même évangéliste. Pouvez même nous dire, l'une des caractéristiques pour savoir que Dieu a quitté votre pays, c'est lorsque votre économie se tourne, lorsque votre économie est entre les mains des étrangers et lorsque la justice n'est plus rendue au nom de ce peuple-là et ni au nom de Dieu. Ce que nous avons assisté au Congo à l'époque de Kabila, c'était une parodie de justice. Tout le monde le savait. Personne ne croyait en la justice, même pas un peu. C'était justice d'Abatambongo, justice d'Abatambongo. C'était ça, au fait, le problème. Mais maintenant, aujourd'hui, on va dire que Rossi Chimanga est parti, Éric Boloko est parti. Mais ce que nous voulons, nous attendons quoi? Regardez ce que Félix Tshisekedi fait quand il arrive au pouvoir. Un militaire abat Ouewa. Il a été tout de suite condamné. Mais c'est ce que nous voulons, que ça continue en fait. Mais la République ne commence pas avec Félix Tshisekedi. La République a commencé avant lui. Et si nous voulons réparer les choses, nous devons réparer les torts que nous avons commis dans le passé. Il est impossible et impensable que la personne qui a été auteur de la mort de Rossi Chimanga circule aujourd'hui librement. On la voit dans les quartiers de Lemba. Elle est même connue. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. L'impunité créera toujours. Vous savez, l'impunité, il n'y a pas de demi-impunité. L'impunité est tout ou rien. Donc je crois ici, il faudrait que l'on revienne sur cette affaire-là, pas seulement de Rossi Chimanga, mais qu'on réveille le dossier Chibea, qu'on réveille le dossier... Diakon. Oui, mais aussi... Procès Mouzé. Il y a un monsieur qui était décédé, qui était député provincial de Kinshasa. Botetti. On voudrait voir ce débat-là. On voudrait voir le débat, le procès. Vous savez qu'il y a des Congolais qui sont à Makala, injustement arrêtés. On leur accuse d'avoir tué Kabila le père. Mais c'est pas possible. 18 ans plus tard, ces gens-là sont là. Ces gens-là sont là. Depuis quand vous avez vu, moi, de ma formation de juriste, je n'ai jamais entendu un jugement, un verdict, dire que nous allons poursuivre les enquêtes. C'est pas possible. Vous avez déjà condamné les gens, vous allez poursuivre quel type d'enquête? Donc je crois qu'ici, il faudrait une réparation. Ne serait-ce que dans le cas moral, il faut réparer, il faut réparer. Il faut que Rossi Chimanga et tous les autres martyrs, leur visage ou leur nom soient inscrits quelque part. C'est important. Très bien, alors vous gardez la parole pour ce deuxième thème de l'émission. Présidentielle au Togo, Faure Gnassingbé, réélu pour un 4e mandat, 72% dès les premiers tours. D'abord, il a hérité ses pouvoirs de son père. Alors finalement, quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? L'Afrique a un problème de leadership. L'Afrique a un problème sérieux, c'est le leadership. Vous savez, quelqu'un écrivait en son temps, c'est je crois le président ivoirien Gbagbo, il disait l'Afrique n'a pas de problème de faim, l'Afrique n'a pas de problème d'insécurité. Le problème de l'Afrique, c'est la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. Malheureusement, le vieux est tombé dans son propre piège. Ce qui se passe en Afrique, c'est une honte. Mais en réalité, c'est l'Occident qui est derrière ces petites dictatures. L'Occident est le parrain de du chaos africain, mais en même temps, l'Occident paye le frais. Parce que les immigrés qui vont en France, qui vont aux États-Unis, qui vont un peu partout, sont des immigrés qui fuient l'immixtion politique de l'Occident en Afrique. Comment vous pouvez imaginer au Togo? Le Togo, ce n'est pas le pays compté parmi les meilleurs, les bons pays en Afrique. Le Togo n'a pas de belles et de grandes infrastructures. Il n'y a aucune université togolaise qui est répertoriée parmi les 100 universités dans le monde. Même pas parmi les 200 universités dans le monde. Il n'y a aucune route du Togo qui est je vais dire, répertoriée comme la meilleure des routes en Afrique. Le Togo, les gens vivent à moins de $2 le jour. Alors expliquez-moi un peu par quel mécanisme celui qui gouverne ce pays-là pendant plus de 10 ans, 15 ans. Il est là depuis 2005. Alors, donc ça va être son 4e mandat. Alors, expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment on fait pour relire les personnes, alors le plus odieuses du pays, mais elles sont toujours réélues sur base de quel travail? Combien touche 72%. Combien touche un fonctionnaire togolais? Combien touche un juge togolais? Combien touche les militaires togolais? Mais le Togo, c'est la misère. Le Togo, c'est un peu le Congo. C'est la misère au sens propre. Alors, donc, je me pose la question. Qu'est-ce que M. Gnassingbé était venu faire au Congo? Il arrive au Congo, il voit Fachi, et après, tout de suite, il va voir Kabila. Pourquoi? Quelle leçon allait-il chercher à Kingakati? C'était pour ça, peut-être pour le 4e mandat? C'était pour lui dire, ben, si vous n'avez pas réussi votre 3e mandat, est-ce que vous ne pouvez pas me donner les tacts pour que je fasse mon 4e mandat? Et là, il est à son 4e mandat. C'est un mandat de honte, malheureusement. Mais il n'y a pas que le Togo qui fait la honte. Il y a la Guinée-Conakry également. Alpha Condé qui a aussi longtemps milité comme opposant. Mais là, c'est pire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a prôné la démocratie.
En 2016, je me rappelle, président de l'Union africaine, il a aussi mis une pression terrible sur Kabila. Mais c'est le chantre de la démocratie, en fait, Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est la honte, en fait. C'est la honte. C'est l'amnésie que nous avons. Très bien. Vous avez le Cameroun avec M. Biya. M. Biya, on l'appelle le boss Biya. C'est l'homme le plus riche du Cameroun. Alors, comment vous pouvez développer un pays avec un président... En face, ici, on a Sassou. On ne fait pas la politique pour de l'argent. Moi, je ne conçois pas qu'on s'enrichisse au pouvoir. Je ne le conçois pas. Je ne conçois pas qu'on voit autant de morts. Mais au lieu que nous reculons, nous avançons vers la chose, alors l'Afrique va être un grand cimetière. Très bien. Alors, Joël Kadi, comment vous expliquez-vous la longévité au pouvoir des présidents africains? Est-ce que c'est parce qu'ils gèrent bien ou c'est parce qu'ils ont peur de laisser les pouvoirs, de peur d'être, je ne sais pas moi, menacés par celui qui va les succéder? Comment expliquez-vous ces phénomènes? Non, il faut pas parler des présidents africains. Il faut parler de l'Afrique francophone. Ouais. Hein? Il faut parler de l'Afrique francophone. Quand vous prenez au Togo, c'est la famille Eyadema qui a confisqué le pouvoir pendant plus de 50 ans. Qu'ils sont au pouvoir. Donc ils ne connaissent pas la misère. Les Gabon. Il y a le Gabon, la famille Bongo a pris le pouvoir 50 ans qu'ils sont Brazzaville au pouvoir. ici en face. Brazzaville. Et vous avez le Cameroun avec Biya, dont mon frère parlait. Vous avez la Guinée. La Guinée est pourtant, le professeur Alpha Condé, c'est quelqu'un que nous avons connu, en tout cas de très démocratique. Et donc, partout la France, tout le précaré de la France, c'est la honte. Et tout cela, c'est parce que la France ne sait pas tenir seule en Europe. Elle ne peut vivre qu'avec ses dictateurs. Voilà pourquoi elle entretient. Vous avez même vu hier, avant-hier, le président Macron dit que non, je vais faire pression sur Paul Biya. Donc vous vous rendez un peu compte, ça veut dire que c'est une provincette de la France, ouais. C'est une commune de la France, donc il se permet que... Et donc c'est la honte, parce que quand vous partez au Botswana, quand vous partez dans tous les pays, qu'il s'agisse même de pays lusophones qui venaient même d'avoir à peine leur indépendance, tous les pays anglophones, et vous verrez comparer, j'étais déjà à Lomé, quand vous comparez Lomé avec les autres pays où la démocratie s'est assise, vous comparez Ghana avec Togo, mais c'est le noir et c'est le blanc et le noir. Donc c'est justement pour vous dire, ces histoires ne se passent que là où il y a l'influence de la France. Algérie, même l'Égypte, il y a le Tchad, où vous avez, comment il s'appelle, Idriss Déby. Idriss Déby. Donc partout où il y a la France, c'est la honte. Mais si on a réussi ici chez nous, c'est notamment le sang des autres. Mais laissez-moi quitter plus vite Lomé pour entrer ici au pays pour vous dire qu'aujourd'hui, les efforts du chef de l'État en matière de la lutte contre, la lutte pour l'instauration de la gratuité de l'enseignement de base, et tous ces efforts sont sapés par le ministre de l'enseignement, secondaire et technique, je crois, et professionnel, je crois, EPST. L'homme qui est promoteur des écoles privées, aujourd'hui... Ce que je ne comprends pas. Promoteur des écoles privées, jusqu'aujourd'hui, il a demandé à l'association de tous les promoteurs des écoles privées, leurs enseignants, ont été pris, ils ont créé ce qu'on appelle l'association des amis de Willy Bakonga, AWIBA. Et c'est cette association, tous les membres ont été recrutés comme des nouvelles unités qui seront reversées dans le compte des nouvelles unités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. D'ici avril, ils seront là. Tout simplement pour rendre inopérationnelle cette grâce constitutionnelle. Parce que ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inscrit cela dans la Constitution. La Constitution contre laquelle d'ailleurs Félix, son père et l'UDPS, était allé pour battre campagne contre lors du référendum en 2005. Est-ce que le procureur nouvellement nommé est au courant de cette nouvelle? Mais c'est un lanceur d'alerte qui nous a donné l'information. Aujourd'hui, si vous voulez bien, allez-y, regardez, allez à Sekopé, vous allez voir que les noms de tous ceux qui seront reversés d'ici avril, ce sont les membres de cette association. Il y a aussi les amis de Zakari, la deuxième personnalité du Sekopé. Zakari qui? Je ne connais pas son nom, mais c'est aussi une association qui a été créée tout simplement
pour gonfler la liste des nouvelles unités en vue de saper les efforts du président de la République. C'est ce que nous condamnons. Mais également, cette vente aux enchères des actifs dans la société de la société Sokimo, l'ancien Okimo, où la société a été vendue à une entreprise inconnue, Pianeta Resources, dont le siège se trouve aux îles. Qu'est-ce que je dis là, dans les îles, aux îles Caïmans, et elle utilise ces noms pour acheter les actifs. Et c'est l'action de qui? Du PCA Madame Annie et de l'ancienne ministre Wivine Mumba. Donc vous comprenez un peu notre pays, où est-ce qu'on est en train de partir. Donc à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est là où nous disons, Christian l'a bien dit, que notre justice se mette debout si on veut que ce pays puisse être élevé. Parce qu'il n'y a que la justice qui élève un pays. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi nous-mêmes, population? Comment vous expliquez aujourd'hui la responsabilité de la population, je dirais, des populations africaines d'une manière générale? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes à la base de la fabrication de tous ces dictatures? Aujourd'hui, Fachi au pouvoir, vous avez vu l'UDPS partout, Fachi passe, Fachi béton, vous avez vu avec Kabila, c'est Oumela, Raïs. Finalement, est-ce que sommes-nous nous-mêmes responsables de tout ce qui nous arrive? George Orwell, il dit ceci, il dit un peuple mouton engendre un gouvernement de loups. Mais je crois que ça répond à la question. Le peuple congolais n'a pas encore compris que le dialélo, ça n'aide pas. Mais malheureusement, il n'a pas non plus compris qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais être d'accord avec ses idées. Alors, il y a cette juxtaposition du fanatisme et de l'aigreur qui finalement occulte les gens. On ne sait pas voir les choses. Ça veut dire qu'il suffit d'être d'accord avec Fachi pour être pour Fachi. C'est ce que je suis victime aujourd'hui. Il suffit d'être il suffit d'être pour, disons, dire quelque chose qui va dans le sens de Kabila pour être kabiliste. Malheureusement, ce sont des raccourcis que les gens prennent dans l'esprit parce que c'est difficile de réfléchir profondément. Et donc, quand tu es face à quelqu'un qui fait des raccourcis intellectuels, ça ne sert à rien de poursuivre le débat avec lui. Il faut le laisser comme ça parce qu'il est comme ça. Il est comme ça. Quelqu'un, général Marc Arthur dit, ne soyez pas gênés lorsqu'on ne vous comprend pas. Peut-être que vous énoncez tellement haut les choses que les petits esprits ne peuvent pas les capter. Et moi, je comprends beaucoup de choses comme ça. Mais maintenant, répondre à la question de mon aîné Kadé. Mais moi, je trouve ça totalement revulsant. Comment un ministre de l'enseignement peut être promoteur des écoles privées? Il n'y a qu'au Congo qu'on peut comprendre ces choses-là. Ça ne parle que la langue congolaise. Ça ne peut pas parler une autre langue. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi, je peux être commerçant et on fait de moi procureur général de la République. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc on s'en fout de toutes sortes d'incompatibilités. Et le dire, ce n'est pas être contre quelqu'un. Comment un ministre de l'enseignement peut-il lui-même être auteur de plusieurs écoles, promoteur de plusieurs écoles privées? Alors donc, je me dis, où on comprend, où on ne comprend pas. Et le dire, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est plutôt le rétablissement de la vérité. Et bon, et puis après, on va dire que on attendra bien que les choses se passent. Moi, j'ai fait le tour de la province de l'Équateur. Je suis allé dans pratiquement plus de 47 écoles que j'ai visitées personnellement. Mais le travail... La gratuité est opérationnelle. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est la gratuité là-bas. Il y a des gens qui ne félicitent que ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas Félix Tshisekedi, mais ils disent quoi? Ouais, il y a la gratuité, Yohana. Mais, ah oui, après les sirènes de la gratuité, qu'est-ce qui vient après? La qualité de l'enseignement. Mais la qualité. Mais alors, comment vous allez promettre la qualité de l'enseignement avec un ministre qui, lui, d'abord, est patron des écoles privées? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire rivaliser l'école publique et l'école privée, c'est la qualité. Donc, si aujourd'hui l'État congolais donne la qualité à ces écoles, construit des écoles, paye bien les enseignants, mais les écoles privées vont être vidées. Alors, comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est patron de l'école privée va-t-il accepter que l'école publique devienne aussi compétitive à son école, Ça veut dire vous donner l'arme à quelqu'un pour se tuer. C'est pas possible, les suicides, on ne voit pas ça tous les jours. Donc, je crois ici que il faudrait que le président Fachi, comme je le dis, ce n'est que le casting qui le fera sortir de là où il se trouve. Est-ce qu'en nommant Willy Bakonga à la tête du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, est-ce que le président était au courant que Bakonga a été promoteur de plusieurs écoles privées? Je réponds par deux volets. Le président n'a pas nommé Willy Bakonga. Le président a entériné la nomination de Willy Bakonga. Willy Bakonga a été présenté par sa famille politique. Mais on a aussi appris que le président avait refusé aussi plusieurs noms. Il pouvait aussi refuser celui de Willy Bakonga. Oui, le nom de Bakonga peut-être n'est pas passé à l'alerte rouge. Peut-être ça. Mais si vous regardez dans les nominations, je disais à mon aîné dans peu de temps, ici avant qu'on entre dans l'émission,
qu'il y avait beaucoup d'erreurs de la part de Fachi. Beaucoup d'erreurs. Tu ne peux pas vouloir faire de la gratuité de l'enseignement comme un cheval de bataille et laisser ce ministère entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est contradictoire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vous dire que j'ai une vision d'avoir autant d'argent et laisser le ministère des Finances entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vouloir résoudre la guerre de l'Est du pays avec laissant le ministère de Défense à quelqu'un d'autre. C'était déjà une erreur, mais pas des Fachi, mais l'erreur de ces négociateurs. Mais l'erreur de ce négociateur est portée par qui? Toujours par lui-même, Fachi. Donc, il a nommé des négociateurs qui n'étaient pas compétents, qui n'avaient pas la carrure politique. Parce que regardez, qui est-ce que le FCC avait présenté? Le professeur Néhémie, le général Oleko, l'éternel ministre, et bien d'autres. C'était ceux-là que Kabila avait aligné. Mais alors, va de l'autre côté des Fachi. Qui avait-il aligné? Donc, le débat est ouvert à ce côté-là. Je pense que le président de la République peut se ressaisir. L'erreur qu'il a commise dans ces négociations-là, ne recommençons pas ces erreurs dans les nominations des mandataires. On en parle d'ailleurs tout de suite. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Christian Bossembe qui pense que les présidents et ses négociateurs ont échoué dans les castings? Ici, on va aussi prendre directement l'aspect lié à la répartition des postes ou à la nomination des mandataires. Mais mon cher ami, c'est comme il vous a dit. Vous prenez un commerçant pour devenir procureur général. Ça ne marche pas. Mais comment ça va aller? Vous prenez, aujourd'hui, quand vous regardez la famille Kabila, partout où elle a des affaires partout. Donc, le conflit d'intérêts s'est établi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont gouverneurs sont commerçants. Mais comment vous pouvez développer le pays avec beaucoup de conflits d'intérêts? Ils sont partout, en tout cas. Non, mais ils sont partout. Même aujourd'hui, Zoé Kabila. Kin marché, qui a pullulé partout. Et où on voit que les Indo-Pakistanais. Mais c'est pour qui? Ils sont là derrière. Égal, c'est pour qui? C'est pour Maman Olive. Régal également. Donc, ils sont dans tout. Et donc, vous prenez quelqu'un qui a des écoles privées parce que l'école publique a été rendue gratuite, tout simplement pour lutter contre la commercialisation de l'enseignement par les privés. Vous savez, quand nous étions enfants, ceux qui étudiaient dans les écoles privées, donc c'était Batouambongo. Et c'était la meilleure qualité. Mais aujourd'hui, regardez, qui veut que ses enfants aillent dans une école privée? Et c'est partout. Mais ce sont ces gens-là que Willy Bakonga prend pour verser dans l'enseignement officiel, alors qu'ils sont pris en charge. Et je crois même que même ces enseignants, à cet instant ici, c'est là où nous en appelons vraiment à la vigilance du président de la République par rapport au deuxième sujet que vous évoquez. Nomination des mandataires publics. À la nomination des mandataires publics. Nous disons ceci. Je ne suis pas contre qu'on prenne les militants du CACH, de l'UDPS, de l'UNC. Je ne suis pas contre qu'on prenne les militants du PPRD, de l'UNC, de CU et ainsi de suite. Je suis pour ça. Mais aujourd'hui, politiser les entreprises publiques en nommant particulièrement le DG et le DGA, des mains inexpertes, pour qu'ils viennent apprendre la gestion de l'OCC, la gestion de la DGRAD, la gestion de la DGI, la gestion de la DGDA, à la tête des entreprises, ça, nous sommes contre. Qu'on prenne des techniciens qui connaissent la matière technique, parce que être ministre, c'est bon, vous avez un cabinet, vous avez des ministres, vous pouvez avancer comme ça, mais diriger, par exemple, l'OCC, ça demande la technicité, ça demande de l'expérience, ça demande de l'expertise. Et si vous n'avez pas cette expertise-là, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller diriger l'OCC. Moi, d'ailleurs, pour l'instant, la RTNC, vous avez une réussite. Par exemple, il a créé sa propre entreprise. La manière dont il vous gère ici. Mais si on prenait la direction générale de la RTNC, on remettait à Christian Bossembe. Mais je crois qu'avec son expertise, son expérience dans la profession, connaissant nos frères de la RTNC, il va bien gérer aussi bien l'argent que le personnel. Est-ce que les problèmes aujourd'hui, c'est les managements, c'est les profils ou ce sont des individus? Parce que je rappelle, avec la RTNC, pendant un moment, on avait nommé Kipolong, le feu Kipolong, qui a travaillé aussi à la RTNC pendant longtemps, mais son résultat ou sa gestion était en tout cas catastrophique. Les problèmes aujourd'hui, c'est les managements ou c'est la bonne politique? Les deux. Il y a un problème du système. Il y a un problème du système et il y a un problème du management. Vous prenez les mêmes personnes là. Allez-y aujourd'hui à la DGRAD. Constatez les recettes qui ont été mobilisées les années antérieures. Et voyez les recettes réalisées par Mme Sambi,
qui a commencé la DGRAD dès sa création en 1995 jusqu'aujourd'hui. Allez à l'OCC, regardez l'amélioration de la chose depuis qu'un technicien, un fils maison dirige. Donc c'est là où j'en appelle, vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est comme Baba Kungo a dénoncé que le gouverneur verse 1 million de dollars chaque mois. Et si donc on nomme les mandataires qui devront dépendre de leur parti politique, bien sûr que chacun doit contribuer pour la vie des partis politiques, nous sommes d'accord, mais nous souhaitons que le chef de l'État puisse dépolitiser cette affaire. Et si c'est question de 70% pour le FCC et 30% pour les cash, en tout cas, on est parti encore avec le même système. Et si nous avançons avec le même système, ça sera en tout cas grave, ça risque d'être catastrophique. Très bien. Alors, avec les hommes politiques à la tête des entreprises publiques, ça n'a pas marché. Avec les fils maison aussi, quelquefois, ça n'a pas aussi produit des résultats escomptés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez conseiller au président de la République de recourir à l'expertise extérieure ou vous allez conseiller au président de la République de nommer seulement des hommes politiques ou des fils maison? Le problème, c'est... Tout dépend de ce que l'on veut avoir. Nos DG n'ont jamais des assignations, en fait. Ils font ça par humeur, les humeurs de ceux qui les ont nommés. Il y a un problème dans la profession. Ce que le problème, Hervé, il y a ce qu'on appelle la légitimité professionnelle. Et cette légitimité professionnelle ne se décrète pas. Elle se constate au fil du temps. Aujourd'hui, tous les agents d'Impact News doivent du respect à M. Joël Cadet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a tous appelés. C'est lui le patron. Pas seulement le patron, mais il a gravi des échelons. C'est-à-dire qu'il a dans sa gibecière de victoire. Et tous les nouveaux qui viennent dans l'entreprise reconnaissent en lui cette capacité-là. C'est ça qui fait d'un leader un leader. Mais quand vous prenez quelqu'un, je prends mon exemple. On dit, bon, monsieur Bossembe, on t'aime bien, on veut faire de toi le DG de la DGRAD. Mais par où je vais commencer? Soyons sérieux. Par où je commencerai? D'abord, je ne comprends même pas les signataires. Comment ça se passe? Je ne comprends pas l'organigramme même. Je ne maîtrise pas l'organigramme. Je ne maîtrise pas les méandres. C'est ainsi que vous avez les gens politiques qu'on mène dans les entreprises publiques font beaucoup de dégâts. Ils prennent des décisions qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas fils maison. Mais fils maison, ce n'est pas n'importe qui. Il y a des critères pour être DG. Il y a le problème de cursus. Est-ce que vous avez évolué convenablement? À côté du cursus, nous devons avoir la compétence. Est-ce que ce monsieur-là est compétent? Et vous savez, la chose la plus facile à détecter dans les gens, c'est la compétence. Parce que la compétence, elle est contagieuse. La compétence, elle parle beaucoup, elle est bavarde. Elle est bavarde, elle n'est pas muette. Les hommes autour de vous reconnaissent en vous-même les ennemis. C'est la rare des choses que les gens peuvent douter. C'est la compétence. La compétence, même votre ennemi dira que vous êtes compétent. Même les ennemis de Goliath reconnaissaient quand même que Goliath était grand de taille. Ils le savaient, mais ils n'aimaient pas Goliath. En fait, il y a un moment donné, quand vous êtes si compétent, même vos ennemis professeront que vous êtes tellement grand. Mais c'est ça qu'on devrait prendre. Mais maintenant, si aujourd'hui Fachi tombe dans la logique de 70 et 30%, eh bien, il va se tirer une balle dans la tête. Il ne saura pas s'en sortir. Regardez. Il y a de ces fonctions qui ne doivent pas être en dehors du président, du cercle présidentiel. La DGI, la DGM, la DGRAD, et puis la DGDA, l'ANER, la RTNC, bref, toutes les régies financières et toutes les entreprises liées à la sécurité du pays, ça ne doit pas faire l'objet d'une quelconque négociation. On apprend même que l'UNC aurait déjà pris la RTNC. Non, mais l'UNC ne peut pas prendre la RTNC, impossible, à moins que Fachi soit en erreur. Impossible alors que l'UNC contrôle déjà les ministères de la communication et médias. Pas seulement ça, mais le budget aussi. Le budget aussi. Donc, en fait, pourquoi je dis que Fachi doit savoir ce qu'il veut. Elle gère également la communication du président. Fachi doit savoir ce qu'il veut à la fin. Alors, s'il veut réussir son mandat, il y a des impératifs du mandat. Tu ne peux pas s'aimer les maïs et récolter, je sais pas moi, les bananiers. C'est pas possible. Non, écoutez, quand vous fermez les bras, vous croisez les bras, vous n'aurez rien à la fin. Ici, le président doit comprendre cela. Parce que regardez, si vous avez le ministre des Finances qui n'est pas le vôtre, et vous laissez les entreprises publiques, c'est-à-dire les régies financières, entre les mains du ministre des Finances, il est seul. Voilà ce qu'il fait. Voici ce qu'il vous fait. Maintenant, laissez encore que les régies financières leur reviennent. Mais vous allez faire quoi à la fin? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Au lieu de mobiliser 100, ils mobiliseront 40. Encore que ce n'est pas une infraction, ils n'est pas mobilisé au plus. Vous allez faire comment? Non, je pense ici que c'est Fachi qui doit savoir ce qu'il veut. Si Fachi veut développer le pays va se développer. S'il ne veut pas développer le pays ne se développera pas. Mais il faut le dire, Fachi n'ira pas seul dans la tombe.
il ira pas seul dans la tombe. Il ira avec l'honneur de son père, il ira avec l'aura de son père, il ira avec les idéaux de l'UDPS, et l'UDPS deviendra le palou. Et ça, il faudrait dire ça au président de la République pour qu'il comprenne. Et pour qu'il ne tombe pas dans ça, il faut que le président puisse nommer des négociateurs. Alors des faits négociateurs, qui ne parlent pas argent, qui n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle voiture, qui n'ont pas besoin d'avoir des maisons de 2 niveaux, 3 niveaux. Mais c'est des gens qui veulent parler pour la République. Ce sont ces personnes-là qui vont dire, on va faire le partage à 3. Le président comme institution de la République, comme première institution, hein, cash et puis FCC. Je vais terminer. Le FCC dit qu'il veut développer le pays. L'UNC dit aussi la même chose. Alors donnez la SNEL à l'UNC. Donnez le régie des eaux au FCC. Donnez, comment on appelle ça, l'ONATRA au FCC. Parce qu'ils veulent reconstruire le pays. Il faut leur donner ça. Comme ça, le président gardera GECAMIN, gardera DGDI. Ça permet à faire quoi? Ça permet à récolter l'argent, avoir le contrôle sur l'argent pour donner à toutes ces entreprises-là. Mais il y a encore un autre danger. Si vous avez le parquet, comme le président vient de le faire maintenant, le parquet est au niveau du président, le président vient de nommer les magistrats. Mais si le président loupe les régies financières, ça veut dire qu'il a exposé tous ces magistrats-là à la corruption. Parce que de l'autre côté, ils n'ont que 2 langages. Terreur et corruption. Très bien. Alors, est-ce que le président doit garder les mêmes personnes qui ont négocié concernant la répartition des postes ministériels, ou le président doit cette fois quand même changer des négociateurs afin de gagner quand même cette bataille? Non, alors qu'il est, c'est peut-être difficile pour lui de changer les négociateurs qui sont déjà connus, parce que pendant que nous parlons, nous sommes avec vous ici en train de passer l'émission. Ils sont soit à Mboye-Djeloju, Fleuve Congo Hotel en train de négocier. Mais ici, le problème, c'est que le président doit faire opérationnaliser son stylo rouge. On va lui amener les noms, parce qu'en définitive, c'est lui qui signe les ordonnances. Elles seront certainement contresignées par le Premier ministre. Le Premier ministre, mais c'est sa première responsabilité qui est engagée. Alors, c'est à ce niveau-là. Je le crois quand même capable d'avoir un minimum de connaissances sur chacun des Congolais qui lui sera présenté. Alors, s'il tombe dans la même erreur de satisfaire ses anciennes amitiés, de satisfaire ceux qui lui ont tendu la main pendant la période de la disette de la misère, pendant qu'il était en exil, s'il commet encore l'erreur de reprendre des gens non compétents pour les entreprises publiques, là on est parti. Je crois que Christian l'a dit, pour réussir son mandat, il a besoin de moyens. Et pour avoir ces moyens-là, pour mobiliser les moyens de réussir son mandat, il doit contrôler en tout cas les entreprises publiques. La DGI, la DGRAD, vous avez les fonds de promotion de l'industrie. Donc ces entreprises-là, il doit avoir un œil personnel sur ces entreprises pour mobiliser les recettes en vue, n'est-ce pas? Vous avez également l'OCC. Donc il doit mobiliser les recettes en vue de réussir son mandat. En tout cas, si à ce niveau-là, il y a complaisance pour satisfaire certaines amitiés, pour laisser que peut-être maman Marthe envoie, que son épouse lui envoie, que Kamere lui envoie des gens dont il n'a pas un contrôle suffisant, en tout cas, ça sera un échec. C'est là où nous disons, il peut reprendre. Vous savez, au FCC, il n'y a pas que des démons. Et au cash non plus, il n'y a pas que des anges. Donc, il peut regarder, même au FCC là, les noms qui lui seront présentés. Et que ces gens soient consultés par les services des renseignements. Vous savez, dans ce pays, le problème du service des renseignements à l'époque de Mobutu, c'était recueillir. C'est comme Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a découvert Kamere, c'était à la télévision. Il a découvert Moba Sakani, c'était à la télévision. Ils étaient en train de passer les émissions, c'est là où ils ont été recrutés. Mais on peut également, le chef de l'État peut recourir à cet acte de Mobutu, de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui pouvait déceler les intelligences et les compétences par rapport aux gens qui passent à la télé, qu'ils voient, et ceux dont il a une fiche des renseignements déjà bien remplie, parce que nous tous ici, nous avons nos fiches aussi bien à l'ANER comme à la DEMIAP. Donc c'est question qu'il se renseigne et que ceux qui vont réellement les noms qui lui seront transmis, qu'il passe au peigne fin l'analyse de chaque personne pour savoir s'il a l'expertise, s'il a l'expérience et s'il a l'ambition réellement de s'engager dans sa vision du peuple d'abord. Alors si on prend les gens pour venir se remplir les poches, oublier un peu, récupérer toutes les années de la misère, là c'est parti. Une question personnelle à Joël Kadinda. On s'est réveillé un matin, pouf,
Le président nomme Joël Cadet, DG de la RTNC. Allez-vous accepter? Bon, je crois que Christian vous a répondu à cette question lorsque vous avez dit que bientôt il sera. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est que qu'est-ce que Joël peut faire pour la République? Qu'est-ce que la RTNC pourra à l'instant là faire pour la République? Si Joël peut ramener la RTNC à un certain niveau, si Joël peut ramener la RTNC à concurrencer France 24, à concurrencer CNN, à concurrencer BBC World, à concurrencer TV5 Monde, voilà là où nous voulons. Parce que la RTNC a tout ce qu'il faut pour être au top. Et là, les matériels, dernier cri. Mais si la RTNC aujourd'hui peut piloter le numérique, ça veut dire les TNT où vous devriez entrer, je crois, bientôt là, avec ou la volonté de mon frère Jolino Makelele. On attend que ça. Hein. Mais non, vous allez entrer, il n'y a pas de problème. Nous allons nous battre également pour ça. Et je lui ai posé d'ailleurs la question quant à ça. Il m'a dit qu'il attend qu'on lui amène les dossiers. Ça ne lui a jamais été présenté sur la table. Je ne sais pas à quel niveau c'est bloqué. Et donc, si la RTNC peut... Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu les médias. On est livré à l'extérieur. Les gens ne regardent que les séries latino-américaines. Pour suivre les informations, on croit que RFI, France 24. Mais si aujourd'hui, on peut permettre à tous les courants politiques, à tous les courants sociaux d'accéder à la RTNC. Si Joël Cadet peut faire ça, tant mieux. Mais si c'est pour venir rendre compte à certains de ses confrères journalistes qui ne lui avaient pas tendu la main hier, faire du dialélo, d'autres faire les dialélo, ça, en tout cas, ça ne sert à rien. Alors, vous avez reproché au président son casting. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez la thèse de ceux qui pensent que l'UDPS n'a pas de cadre, l'UDPS a été formé plus dans la contestation que dans la gestion? Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut pas appeler des organisations absence de cadre. Non. Il y a peut-être une petite désorganisation, ou alors peut-être des petits conflits de maison, peut-être des guerres de palais, mais qui n'enlèvent pas la compétence des gens de l'UDPS. On ne va pas comme j'étais en pâture de cette grande formation politique. C'est vrai que le parti a vécu longtemps dans l'opposition, ça veut dire dans la contestation, et qu'au niveau, aujourd'hui, à l'ère de la gestion, que les choses deviennent assez compliquées. Ou disons, la pratique oblige beaucoup de choses. Mais à l'UDPS, il y a beaucoup de têtes, j'en connais, je reçois beaucoup ici. Vous sentez la réflexion. Seulement, malheureusement, les gens que moi je reçois ne sont pas en train de gérer le pays. Ils ne sont pas dans le circuit de gestion directe. Ils sont peut-être cadres du parti, mais qui n'ont pas été invités dans la gestion. Bon, le mandat est pour 5 ans. Peut-être qu'ils vont être appelés aussi, on verra ce qu'ils ont à faire. Mais le casting, comme je l'ai dit, le président doit se défaire, de partir un peu du carcan de l'UDPS. L'UDPS ne suffira pas, même si on prenait tous les cadres de l'UDPS, ils ne suffiront pas pour gérer le pays. Le pays est grand et le pays a besoin de beaucoup de choses et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Le président sera dans l'obligation forcément de trouver des gens ailleurs. Parce qu'il y a des technocrates, excusez-moi, qui ne sont pas dans le parti politique. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas dans le parti politique, mais qui sont technocrates. Joël Cadet n'a pas un parti politique. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne travaillera jamais parce qu'il n'est pas dans un parti politique? Il y a des gens comme moi, je ne porterai jamais l'étoile d'un parti politique. Surtout si ce n'est pas moi qui l'ai créé. Alors comment je fais en ce moment? Comment je fais? Je ne travaillerai pas? Non, je crois qu'il faut qu'on quitte le domaine, ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire quoi? De quitter ou que le président puisse se départager des couleurs politiques, disons? Bien sûr que oui, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont dans son cabinet, ils ne sont pas des partis politiques. Il y en a quelques-uns qui sont là, qui ne sont pas membres des partis politiques, mais ce sont des gens à qui lui-même fait confiance. Il sait que j'ai vu telle personne, ça ne lui a pas empêché de nommer Matungoul. Monsieur Matungoul, on ne l'a pas nommé parce qu'il est d'un parti politique, on l'a nommé parce qu'il était compétent. Donc je crois qu'il faudrait voir ça dans cet angle-là. Et ce qu'on attend, en fait, moi je dis, ce qu'on attend dans ce pays, c'est que l'on place la compétence au premier rang. Que les autres considérations viennent après, mais que d'abord la compétence. Vouons un culte à la compétence. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Il faudrait qu'on arrive, comme le disait en son temps Martin Luther King, il faudrait que nous soyons cotés, pas par la texture de notre peau, mais par la qualité de notre caractère, par notre compétence. Si vous connaissez, parce que la compétence n'a pas de race. La compétence n'a pas de tribu, elle n'a pas d'âge. On est compétent. On ne l'est pas, on ne l'est pas. Très bien, 4 minutes nous séparent de la fin de l'émission. On va prendre ces derniers thèmes de l'émission. Dossier Saud Mouton, un autre Libanais vient d'être interpellé, son nom m'a échappé. Jamal Kamil. Voilà, on lui reproche d'avoir détourné 57 millions de dollars. Fatih, visiblement, de plus en plus dans les actions.
Ou la justice, disons. Il faut un peu qu'on remonte. Il y a eu un ordonnateur délégué de cet argent, parce qu'au niveau du cabinet du président de la République, l'ordonnateur de finances, c'est le directeur de cabinet. Donc il faudrait que tout le monde soit entendu. Les ministres, l'ancien ministre des Finances et le nouveau ministre des Finances, qui a bloqué d'ailleurs le financement de ces travaux, tous doivent être entendus. Parce qu'on ne peut pas, cher ami, le saut de mouton tel que vous le voyez là, il y a eu des gens qui sont morts, tout simplement, pour ne pas avoir eu le temps suffisant pour arriver à l'hôpital. Et même notre confrère Péasona, Mathieu Kamango, il venait là où il avait construit, vers Tchangou, en route, il a connu la mort. Il faudrait que les responsabilités soient établies. C'est tout ce que nous lui avons demandé, qu'il nomme à la magistrature, que les poursuites soient enclenchées. Nous félicitons les procureurs qui ont déjà commencé cela, mais que ça aille jusqu'au bout. Donc il ne faudrait pas que ce soit comme un feu de paille qui s'annonce ou l'effet d'annonce pour juste se limiter là et dire Fatih Béton, la justice, nous voulons voir les gros poissons en prison, jugés et condamnés. Bien sûr qu'il y a des présomptions aussi bien d'innocence que de culpabilité qui pèsent encore, dont ils bénéficient. Nous voudrions, mais du moins voir cette affaire connaître une fin au lieu que ça se limite au fait d'annonce. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que les magistrats puissent remonter jusqu'au niveau des directeurs du cabinet du président, parce qu'on dit que c'est lui qui avait géré les travaux des 100 jours? Moi, je n'ai pas besoin qu'on arrête Vital Kamerhe. Qu'est-ce que moi je gagne si on l'arrête ou si on l'arrête pas, qu'on l'interpelle ou qu'on l'interpelle pas? Mais ça doit être le travail de la justice. En fait, la justice doit travailler dans le sens de prendre... Nous sommes le seul pays dans le monde où la clameur ne fait rien. On est le seul pays dans le monde où la clameur ne fait absolument rien. Pourtant, dans notre pays, la clameur, c'est l'élément déclencheur même de la justice. Vous pouvez avoir raison, mais parce que votre nom est cité dans une affaire, ça l'on vous interpelle. Par honneur. Tout de suite, par honneur. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent... Je peux vous le dire, Hervé, ce n'est pas le discours de M. Félix Tshisekedi qui va blanchir Kamerhe. Non. Ce n'est pas les cris de l'UNC ou les bruits de l'UNC qui vont finalement blanchir M. Kamerhe. M. Kamerhe ne pourra être blanchi que par la justice. Même si c'est un semblant, mais qu'il réponde d'abord. Ça, c'est pour son honneur à lui. Comment voulez-vous? Quel est le poids qu'il fait subir à ses enfants? Donc, ces enfants, quand ils vont à l'école ou quand ils vont à l'université, on leur dit « Votre père est voleur de 100 jours ». Même s'il ne l'est pas, je ne dis pas qu'il est. Mais même pour alors, il n'y a que la justice qui peut blanchir convenablement quelqu'un, parce que vos enfants pourront marcher avec ce jugement en disant que mon père est allé à la justice et on ne lui a rien fait. Ça va beaucoup plus que lorsqu'on vous cache. Très bien, venez au milieu. Donc je pense simplement que ça peut être de cette façon-là que les choses peuvent changer en fait. Très bien, alors l'émission est terminée. Joël Cadet, d'abord, vous allez regarder la caméra. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit et puis, si possible, vos coordonnées à tout ce qui vous regarde à travers le monde. Félicitations Christian, vous m'avez acheté une chemise. Vous m'avez acheté une chemise. Donc c'est que la chaîne a le moyen. Je suis venu avec ma chemise, le cadeau d'anniversaire de mon épouse. C'est vert. Je salue maman. Comme les castings ici, il fallait prendre. Donc on est descendu juste ici en bas, on a acheté pour moi une chemise. Ça, elle est très belle la chemise. Elle est très belle. Merci pour mon ami qui l'a acheté. Gaël, sincère, merci infiniment. À nos amis, à nos sœurs, nos frères qui sont à l'étranger particulièrement, nous vous aimons beaucoup. Mais tout simplement, aimons notre pays, aimons les Congolais. Arrêtons avec cette haine qui est en train de monter dans nos cœurs. Bokechu, Fali, c'est notre jeune frère, c'est un Congolais. Amwana Congo, Botika Beta, Ali Akabana, Nebali Akapono Msala Niwana. Alors, si attaquons-nous, Kabila Yeyote, Boya Koto, Boya attaquer. En tout cas, laissons que la musique et notre culture aillent plus loin. Mes coordonnées, vous les avez, Joël Kadendanga, j'ai une page. Et je suis aussi, j'ai déjà atteint les nombres suffisants sur mon compte Facebook. Je vous salue, je vous aime beaucoup. 089 039 0200 que de 243 39 694 894 0243 694 894. Voilà. Joël Kadendanga, merci de votre passage. Merci, cher Hervé. Alors, votre grand frère Bokechu serait parmi les têtes d'affiche qui empêche Fally Ipupa de se produire à Paris. Congo Base aussi, pendant ces temps, il n'a pas toujours obtenu son signal TNT. La caméra est là devant vous. Qu'est-ce que vous dites? Nous attendons notre signal TNT. Nous voulons vraiment l'avoir. Et parce que si nous avons notre chaîne TNT, ça nous permettra de faire bien ce qu'on fait déjà,
Parce que nous sommes consommés un peu plus par ceux qui sont à l'étranger et aussi ceux qui ont la facilité d'avoir des mégas au Congo. Mais la TNT nous permettra de pouvoir entrer dans toutes les familles. Donc si vous nous aidez à obtenir notre TNT, ça nous fera énormément plaisir. Et moi, c'était un grand honneur pour moi de participer dans cette émission et surtout de rencontrer mon aîné Joël Kadima. En tout cas, on a encore besoin de lui le plus longtemps possible. C'est le plus intelligent, mais vous ne m'affrontez pas. C'est pour davantage m'affronter. Je ne sais pas faire face à son intelligence. Même pas Hervé. Toi, moi, personnellement, j'ai encore besoin de vous le plus longtemps possible dans la presse. Toujours disponible. Très bien, en tout cas. En tout cas, l'émission est terminée. Merci à l'équipe technique, Omo, Némi, Jacob, Gaël, mais aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain avec d'autres invités, mais avec les mêmes plaisirs. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.